Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui chez Antemed Epsilon. C'est une préparation aux études de santé et je suis en compagnie de Marion Schwing, qui est la directrice d'Antemed Epsilon, et d'une ancienne étudiante, Élise, qui est donc déjà presque en 3e année d'études de médecine. Marion, je vais commencer par vous demander de vous présenter, et puis on va discuter un petit peu, puis ensuite on viendra vers Élise après. Ça vous va comme ça ? C'est parfait. Alors on est parti, Marion. Peut-être présentez-vous, puis présentez un peu votre rôle au sein de la prépa. Donc je m'appelle Marion Schwing, je suis la directrice d'Antemed Epsilon. Mon rôle est un rôle vraiment très global, puisque à Antemed Epsilon, nous avons plusieurs formations. Donc moi je gère toutes ces formations, puisqu'on a un accompagnement à partir de la première jusqu'à la 2e année de licence. Donc j'ai vraiment cette gestion globale. Et ensuite, on est répartis sur différents centres, puisqu'on a différents centres en fonction des différentes facultés de médecine en Île-de-France. Donc j'ai ensuite un responsable qui va être dans chacun des centres, et moi je manage ce responsable. Vous avez fait des études de médecine vous-même ? Pas du tout. Alors moi je suis chimiste au départ, donc j'ai un doctorat en chimie organique. J'ai intégré Epsilon à l'époque, puisque ça ne s'appelait que Epsilon à l'époque, en 2000 en tant qu'enseignante de chimie. Donc j'ai été pendant longtemps enseignante de chimie. Ensuite est arrivée la première réforme, puisqu'on est passé sur la PACES, donc les études communes, la préparation aux études communes de santé. Et là j'ai pris en charge une nouvelle matière qui était la pharmacologie, parce qu'au départ moi j'étais enseignant-chercheur, donc je faisais les deux. Et puis, j'ai pris petit à petit des responsabilités, d'abord de l'année préparatoire, ce qu'on appelle la P0, et ensuite la direction pédagogique, puis totale de la prépa. Super. Alors, vous avez parlé de la PACES, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a eu une réforme des études de santé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dresser rapidement, pour les parents qui sont un peu novices, le panorama des études de santé aujourd'hui ? Alors, actuellement, pour pouvoir accéder aux études de santé, donc que ce soit pour médecine, dentaire, kiné, pharma, ou maïeutique, c'est-à-dire sage-femme, il y a 2 voies d'accès, donc, qui s'appellent le PASS et la LAS. Les deux peuvent accéder à une 2e année de ces études de santé, avec une répartition de 50% des places pour le PASS, 50% des places pour la LAS. Donc c'est vraiment 2 voies d'accès, il n'y a pas une voie royale, les deux sont tout à fait possibles. La grande différence entre les deux, c'est que le PASS, vous allez avoir, comme c'est une licence, une majeure et une mineure. Donc en PASS, vous avez une majeure santé et une mineure hors santé. Alors que pour la LAS, c'est exactement l'inverse. Vous avez une majeure hors santé qui peut être extrêmement variée. Des langues, des lettres, des sciences, même du sport, STAPS par exemple, et une mineure santé. Donc ce sont vraiment 2 voies différentes. L'avantage du PASS, c'est que vous êtes déjà sur une majeure santé. Donc pour les gens qui apprécient tout ce qui est du domaine de la santé, vous vous y retrouvez plus facilement. L'avantage de la LAS, c'est que ça peut correspondre à des étudiants qui se cherchent encore. Vous êtes passionné par l'histoire, mais vous êtes peut-être aussi intéressé par médecine. Vous commencez par une LAS histoire. Pendant 1 année, vous allez faire les deux, la majeure histoire et une mineure santé. Et au bout de cette année, vous allez pouvoir choisir. Si finalement c'est l'histoire qui vous correspond mieux, vous pouvez continuer dans vos études d'histoire. On peut passer le concours combien de fois ? On ne peut passer l'examen que 2 fois. Alors, on ne parle plus de concours, c'est un mot très tabou maintenant dans le domaine de la santé, puisqu'on n'a plus de numerus clausus, mais ce qu'on appelle un numerus apertus. Chaque faculté a récupéré son autonomie. Ce n'est plus l'État qui fixe le nombre de places, mais la faculté. Donc, on parle d'examen classant. Je suis d'accord que c'est tout à fait la même chose, mais on ne parle plus de concours. Et on ne peut le passer que 2 fois. Donc, quand vous êtes en PASS, ça va compter pour votre première tentative. Et ensuite, si malheureusement vous n'êtes pas dans les meilleurs classés et donc que vous devez passer en 2e année de licence, qui correspondra à la 2e année de la licence de votre mineur, si vous êtes en mineur droit, vous passez en 2e année de licence de droit, vous aurez une 2e tentative.
ce sera l'étudiant qui choisit de se présenter soit à la fin de sa 2e année de licence, soit à la fin de sa 3e année de licence. Il ne pourra pas faire les deux, c'est l'un ou l'autre. La grande différence entre la PACES et ce nouveau système, c'est qu'avant, on pouvait redoubler sa première année. Maintenant, ce n'est plus le cas. En PASS, on n'a plus la possibilité de redoubler. Donc, je pense qu'on en parlera après, d'où l'importance d'anticiper au maximum, parce que c'est vraiment one shot. Et ensuite, on peut retenter donc en L2 ou en L3. Pour la LAS, même principe, vous pouvez avoir 2 chances. Donc, sur vos 3 années de licence, vous pouvez présenter 2 fois votre dossier. L1 puis L2 ou L1 L3 ou L2 L3. C'est à nouveau l'étudiant qui choisit quand est-ce qu'il va présenter son dossier, donc lorsqu'il estime avoir les meilleures chances possibles. La différence, c'est qu'en LAS, on peut redoubler. On est vraiment sur une licence classique. Donc à la fin de la L1, si jamais on n'a pas validé, on peut redoubler sa L1. C'est très clair en tous les cas. C'est des études hyper sélectives, parce qu'effectivement, c'est sélectif pour rentrer, pour obtenir une place ou en PASS ou en LAS. Et puis ensuite, il y a cet examen classant qui fait qu'on peut suivre les études. De quelle manière vous aidez-vous les étudiants à chaque niveau de sélectivité ? Alors en effet, c'est maintenant extrêmement sélectif. Avant, avec la PACES et le principe d'APB, tout le monde pouvait rentrer en première année d'études de santé et au moins pouvait tenter sa chance. Maintenant, il y a cette barrière Parcoursup qui est extrêmement violente, très très anxiogène pour les élèves comme pour les parents, où il faut obtenir une place. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'université Paris-Cité, il y a 1800 places en PASS et cette année, il y a eu 26 000 demandes. Donc c'est vraiment extrêmement sélectif. Il faut donc se préparer à l'avance. C'est pour ça que nous avons choisi en Antemed Epsilon de faire des accompagnements dès la première. Donc on a ce qu'on appelle une première santé avec des stages qui se passent pendant les vacances où on a vraiment basé cette première santé sur une notion de motivation. On va faire découvrir à nos élèves des matières qui sont plutôt médicales, de l'anatomie, de la physiologie, etc. Et beaucoup d'ateliers. Ils vont faire des sutures sur peau artificielle, des prises d'empreintes dentaires, etc. Parce qu'on se dit que plus ils sont motivés en première, plus ils travailleront au lycée, et donc meilleur sera leur dossier. On a aussi un accompagnement tout au long de la terminale. Donc soit sous forme de stage, soit hebdomadaire, donc avec des cours qui ont lieu le week-end. Et le but ici, c'est de leur faire améliorer leur dossier de terminale, de façon à avoir plus de chances sur Parcoursup. Mais également, ils vont faire à peu près la moitié du programme de la première année de PASS-LAS. Donc ils prennent énormément d'avance sur les méthodes de travail. Ils ont déjà vu comment travailler sous forme de QCM, puisque la plupart de nos épreuves sont sous forme de QCM. Donc c'est très différent du lycée. Et aussi, on les fait beaucoup travailler sur leur mémoire à long terme. Ce qu'ils ont vu en terminale, le but, c'est qu'ils aient vraiment un ancrage de façon à pouvoir redonner ça l'année suivante. Donc on a vraiment déjà tout cet accompagnement qui permet d'anticiper au maximum, à la fois pour avoir un bon dossier pour cette sélection Parcoursup, mais aussi d'anticiper les matières et les méthodes de travail. Est-ce que vous avez une petite recommandation sur les spécialités en voie générale à choisir ? Alors en voie générale, il faut absolument garder 2 spécialités scientifiques. Donc en première, on peut très bien avoir 2 spécialités scientifiques et une non scientifique. Ça, c'est pas vraiment grave. Par contre, en terminale, il faut 2 spécialités scientifiques. Si j'ai un conseil à donner, c'est de garder les 2 spécialités où on est les meilleurs. Ça n'a aucune importance d'abandonner par exemple les maths. Souvent on dit oui, mais si on n'a pas les maths, on ne peut pas réussir en première année d'études de santé. Il faut savoir qu'il n'y a pas de maths pures en première année de santé. Ce sont des biostatistiques, donc la partie proba des maths qui est déjà vue en première. Et donc il faut vraiment garder les 2 matières où on est le meilleur pour avoir le meilleur dossier possible. D'accord, donc l'objectif, c'est le dossier. Je vais poser la question, un peu de but en blanc, mais est-ce qu'on peut quand même faire des études de santé et avoir cette épreuve classante et être classé dans les premiers sans prépa ? Oui, tout à fait. J'estime que des étudiants extrêmement brillants vont l'avoir sans prépa. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais peut-être pas aussi bien classés. Nous, notre but, c'est vraiment de les mener là où ils peuvent aller. Pour vous donner un exemple, on a un étudiant sur l'université de Paris-Cité qui était 5e au premier semestre, donc il est largement classé, mais qui, grâce à la prépa, a fini major. Donc c'est d'aller le plus loin possible, mais aussi dans de bonnes conditions, avec moins de stress, avec un accompagnement, parce qu'on ne fait pas que donner des cours, on a un vrai accompagnement. On a des étudiants qui vivent à la prépa avec nous et qui, je pense, l'auraient beaucoup moins bien vécu si on n'avait pas été là.
Parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de cours obligatoires, il n'y a pas vraiment de polycopier, de fiches systématiques. Donc en fait, c'est aussi ça l'apport de la prépa. L'apport de la prépa, il est en effet multiple. Il faut savoir qu'on est sur des études où rien n'est obligatoire. Donc vous pouvez ne pas mettre du tout les pieds à la faculté. Vous pouvez travailler en pure autonomie. Le problème, c'est que à la suite du Covid, les facultés avaient mis tous leurs cours en vidéo. Et là, ils sont en train de faire machine arrière, étant donné qu'ils se rendent compte que maintenant leurs amphis sont complètement vides et qu'il n'y a plus personne qui vient à la fac. Donc petit à petit, ils reviennent vers un système de vrai amphithéâtre avec des non-retransmissions en vidéo, mais même pas enregistrées et mis plus tard, c'est-à-dire non retransmis du tout. Pour un étudiant qui parfois habite loin de la faculté, réussir à assister à tous les cours de la faculté, plus ce qu'on appelle les travaux dirigés, donc là où ils vont faire des exercices en petits groupes, et en même temps avoir du temps pour réviser, c'est très difficile. Donc notre but, c'est de pouvoir les aider là-dessus. Donc nous, on récupère les cours de la faculté, on leur fait des fiches. On a un système de fiches à Antémed Epsilon qui a été très étudié, avec des fiches en couleur, très souvent sous forme de tableaux. À l'intérieur de nos fiches, il y a les conseils des enseignants de la prépa, donc qui vont éclaircir un point, qui parfois expliquent, voilà, le prof se contredit, mais dans la réalité, parce que nos enseignants connaissent très bien la faculté, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce système de fiches est assez chronophage pour nous, puisque quand un cours a lieu à la faculté, ils ont leurs fiches imprimées dans leur casier, mais aussi en PDF téléchargeable dans les 72 heures qui suivent le cours de fac. Ça veut donc dire qu'ils l'ont extrêmement rapidement, et avec une fiche qui est construite et qui facilite l'apprentissage. Et ensuite, on leur fait des séances en présentiel, face à face avec nos enseignants, où on va revenir sur quelques points précis, donc on va les aider à hiérarchiser tout ce qui a été dit à la faculté, et on va faire des exercices avec eux pour les entraîner à l'examen. Il faut savoir qu'on fait deux métiers différents. À la faculté, ce sont des enseignants. Ils sont là vraiment pour donner des informations. Qu'elles soient claires ou pas, que les étudiants les aient compris ou pas, finalement, eux, ils donnent l'information. Alors que nous, on les prépare à l'examen. Donc vraiment, on va revenir sur les points importants et on va les préparer au maximum à tout ce qui est du passage des épreuves en QCM. Donc ça veut dire, comme vous dites que vous faites les fiches et vous les faites quasiment en temps réel, vous n'avez pas un jeu d'annales qui d'année en année est retransmis systématiquement, c'est que vous vous adaptez vraiment à chaque année aux cours donnés dans chacune des facs dans lesquelles vous accompagnez les élèves, c'est ça ? Tout à fait. Il faut savoir que sur les différentes facultés qu'il y a en Île-de-France, les programmes sont totalement différents. Il y a même parfois même pas les mêmes matières. Donc il y a une vraie autonomie. Le concours n'est pas l'examen classant n'est pas du tout commun aux différentes facultés. C'est pour ça qu'on a des enseignants qui vont être vraiment dédiés à une faculté, à une matière pour qu'ils puissent suivre cette matière. Dans cette matière, parfois, vous allez avoir que 20% de changement. Parfois, la totalité de la matière change s'il y a un nouvel enseignant à la faculté. Donc nos enseignants, ils sont vraiment dans leur fac et ils vont la suivre du début à la fin. On va en effet fournir des annales à nos étudiants, mais même là, on a tout le temps du travail. Parce que si le programme change, dans les annales, on va leur dire maintenant ça c'est hors programme, ça par contre ça l'est toujours. Ou parfois, un nouvel enseignant qui arrive et qui, à une même phrase, va répondre l'inverse. Vraiment, l'enseignant est à la faculté totalement libre de ce qu'il dit. S'il décide que ce que nous on appelle noir s'appelle blanc, nous cette année-là on va l'appeler blanc, même si on sait que normalement ça s'appelle noir. Hyper intéressant. On a dit qu'il y avait vraiment un gros besoin d'anticipation pour ces études, donc vous proposez un accompagnement, vous l'avez dit, en première, en terminale. Moi, j'ai lu à plusieurs reprises que c'était important que les étudiants s'y mettent, pas le 1er septembre, mais un peu avant. Comment est-ce que vous accompagnez ? C'est quoi vos offres, justement, pour le post-bac ou en préparation du post-bac ? Étant donné que, justement, cette anticipation est extrêmement importante, depuis 2 ans maintenant, à Antémed Epsilon, nous avons décidé de rendre les stages, qu'on appelle des stages de pré-rentrée, qui se font au mois d'août, obligatoires. Donc des étudiants chez nous sont obligés de faire le stage en août, ce qui peut durer 2 ou 3 semaines, comme veut l'étudiant, et la formation annuelle. Pendant ce stage-là, ce qui est très différent de la terminale santé, c'est qu'en terminale santé, on ne sait pas encore dans quelle faculté ils vont aller, donc on les prépare sur la partie commune des programmes des différentes facultés. Alors que pendant les stages de pré-rentrée, là, on va être dans leur faculté. Donc c'est vraiment adapté à chacune des facultés. Ils vont déjà avoir les enseignants de la prépa qu'ils auront au cours de l'année, donc ils s'habituent aussi aux enseignants. Ils se rencontrent entre eux,
puisqu'ils ne sont que entre étudiants de la même faculté. Ils s'habituent au transport, puisque nous avons des centres à côté de chacune des facultés, qui sont à moins de 10 minutes à pied de chacune des facs. Donc ça leur permet aussi de s'habituer au transport et de se découvrir entre eux. Au final, les étudiants ils vont passer plus de temps chez vous en prépa qu'à la fac, c'est ça? Tout à fait. On a pas mal de parents qui nous disent qu'on voit beaucoup plus leurs enfants qu'eux. Pour vous donner une idée, même après cette année en passe, vous pouvez être admissible à l'oral. Et pendant les oraux, tous nos grands admis, donc qui eux ne passent pas les oraux, restent quand même à la prépa pour aider leurs copains qui passent les oraux, pour être avec nous. Là, en ce moment, il n'y a plus rien et on a encore des étudiants qui sont chez nous. C'est vraiment leur deuxième maison. Nos locaux sont ouverts de 7h du matin à 22h30. Alors je dirais 22h30 officiellement, parce que dans la réalité, ils ont le code de la porte, ils peuvent rester plus longtemps s'ils veulent. Et on a vraiment des étudiants qui vivent chez nous, week-end compris. D'accord. Donc les étudiants peuvent suivre votre prépa la première année, donc ils commencent, on a dit en août, toute la première année. S'ils sont en LAS, ils vont éventuellement rester 2 ans ou même 3 ans, c'est ça? Alors on ne fait pas encore d'accompagnement sur des LAS 3, mais on fait aussi des accompagnements sur les LAS 2. Mais sur les LAS 2, on n'accompagne que la partie santé. Il faut savoir que c'est pas notre métier, autre chose que la santé. Donc c'est difficile pour nous de les préparer à la majeure histoire. Donc on les prépare vraiment juste sur l'accompagnement de la mineure santé. Et aux oraux, bien évidemment, s'ils passent aux oraux en licence. Ils s'entraînent au concours concrètement? Ils s'entraînent au concours en permanence. Oui, à l'examen classant en permanence. Ne vous inquiétez pas, nous aussi parfois on continue à dire le mot concours, on a du mal. On les entraîne en permanence. Ils sont entraînés en séance, puisque en séance, ils vont avoir des QCM que nous leur préparons en tant qu'enseignants, mais aussi des QCM d'anal qu'on fait en séance. Et après, on leur fait des examens blancs. Sur ces examens blancs, on commence à devenir vraiment une assez grosse prépa. Donc, le nombre d'étudiants avec lesquels ils vont se battre, entre parenthèses, à l'intérieur de la prépa est assez représentatif. D'ailleurs, on le voit bien, les résultats qu'ils ont à nos examens blancs ressemblent vraiment très, très fortement à ce qu'ils vont avoir après leur examen final. Donc, ils ont ces examens blancs qui se passent le week-end à la prépa. Ils en ont 2 à 3 par semestre dans chacune des matières et vraiment exactement dans les conditions dans lesquelles ils vont faire leur examen à la faculté. Par exemple, les facultés de Créteil, donc l'université Paris-Est Créteil et l'université de Versailles-Saint-Quentin passent leurs examens à la faculté sur des tablettes. Et bien nous aussi, on a des tablettes avec le même logiciel pour qu'ils se préparent exactement. Qui sont les profs ici? Tous nos enseignants sont docteurs dans leur matière. Donc on n'a quasiment aucun enseignant qui soit médecin ou pharmacien. Ce sont vraiment des spécialistes de leur matière et qui sont dans l'enseignement depuis maintenant un petit moment. Donc j'ai pas mal d'enseignants qui sont à Epsilon depuis aussi longtemps que moi et après d'autres qui sont là depuis qui sont là plus récemment. Mais tous avec une vraie spécificité de l'enseignement en prépa. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement en prépa est quand même très particulier. On n'est pas là pour réexpliquer un cours. Dans ma matière en chimie, je ne refais pas toutes les démonstrations, on les prépare à l'examen. Donc ça veut dire que notre but, c'est comment trouver la bonne réponse le plus rapidement possible et même, si possible, sans avoir à faire les calculs. Puisqu'il faut savoir que la spécificité aussi dans ces études de santé, c'est qu'on n'a pas le droit à la calculatrice. Alors ils sont habitués au lycée à l'avoir et il n'y a que de très rares matières où la calculatrice est autorisée. Par exemple, en chimie, elle n'est autorisée dans aucune faculté, donc il faut savoir refaire des calculs de tête. Et ce qui veut dire que nous, on les prépare vraiment là-dessus. Donc nos enseignants, ils sont formés ainsi. Ils sont formés à aller droit au but et à essayer de leur montrer toutes les petites astuces pour trouver rapidement la bonne réponse. Et ils ne font qu'enseigner en prépa. Ils ne sont pas aussi enseignants en fac ou ils n'ont pas un autre métier à côté. Pas du tout. Tous nos enseignants sont employés à 100% chez nous, en CDI. Donc ils ne font que ça. Ce qui permet aussi d'avoir des enseignants qui soient à la disposition de nos étudiants. Dans chacun de nos centres, nous avons une salle des profs qui est ouverte, vitrée. Donc les étudiants voient en permanence si le prof est là. Et si en dehors des cours, il veut venir lui poser des questions, le prof est toujours disponible pour eux. Et il répond à la fois à des questions sur les cours, de méthodologie, mais aussi de « j'arrive pas à m'organiser, est-ce que vous pouvez m'aider à faire mon planning ?» Même si pour ça, on a aussi du parrainage. Donc on a des étudiants qui sont en 2e ou 3e année qui vont parrainer 4-5 étudiants en première année et qui les aident dans leur organisation. Mais parfois, c'est pas suffisant et l'enseignant va servir aussi à faire du planning, à
je viens de me faire larguer par mon petit copain, j'arrive pas à travailler, qu'est-ce que je dois faire ? Donc on fait ça aussi. D'accord, ça va très loin. Est-ce qu'il y a un côté digital ? Vous avez aussi une plateforme que vous mettez à disposition ? Oui, nous avons une plateforme qui a énormément évolué sur les 4 dernières années. Il faut savoir que Antemed Epsilon fait partie d'un groupe qui s'appelle Formaprive, où on a 17 prépas médecine aux premières années d'études de santé en France. Et on a cette plateforme commune, ce qui nous permet d'évoluer très rapidement. Donc on écoute beaucoup nos étudiants et on essaye à chaque fois de faire évoluer la plateforme pour qu'ils puissent s'en servir le mieux possible. Par exemple, depuis 2 ans, dans cette plateforme, on a maintenant une intelligence artificielle pour leur proposer des nouveaux QCM. Donc on a énormément de QCM. Pour vous donner un ordre d'idée, on en a entre 1500 et 2000 par matière qui sont sur cette plateforme, qu'ils vont pouvoir travailler en autonomie. Et ils peuvent dire, donne-moi tous les QCM que je n'ai pas réussi. Donne-moi tous les QCM que je n'ai pas travaillé depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On a un système, ce qu'on appelle d'ancrage. L'ancrage, c'est qu'on estime qu'un QCM a été vraiment ancré quand il a été réussi 3 fois. Donc ils peuvent demander, organise-moi cet ancrage. Donc tous les jours, la plateforme va lui proposer, si l'étudiant décide que c'est de travailler 1 demi-heure l'anatomie, 1 demi-heure de QCM tous les jours qui seront des QCM qui ne sont pas ancrés. Hyper intéressant. Avec tout ça, qu'est-ce que vous avez comme résultat ? Alors on a plutôt de bons résultats. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'Université Paris-Cité, on a le major en médecine et en kiné, on a 2e et 3e pharma, le 3e en dentaire, 8 étudiants dans le top 20 en médecine, 8 étudiants dans le top 15 en dentaire, 7 dans le top 20 de pharmacie. On est à peu près sur, quelle que soit la faculté dans laquelle nous faisons notre accompagnement, 30% de nos étudiants qui sont grands admis. Alors, les chiffres, on peut en faire dire ce qu'on veut. Quand on vous parle de 30% de nos étudiants qui sont grands admissibles, c'est vraiment par rapport au nombre d'étudiants inscrits en début d'année. Si jamais il y en a qui abandonnent en cours d'année, on estime que c'est quelque part aussi notre faute. Donc on ne les enlève pas de nos statistiques. Donc c'est vraiment 30% de grands admis parmi tous nos étudiants inscrits. Et on a à peu près les mêmes résultats, quelles que soient les facultés. Cette année, on a ouvert la licence 2 Sciences pour la santé à l'Université Paris-Est-Créteil. C'est notre toute première année. Et sur les 38 grands admis de la fac, il y en a 20 qui sont chez nous. Et on est à 7 de nos étudiants dans le top 10. Donc on a vraiment d'excellents résultats qui sont bien évidemment dus à nos étudiants avant tout, mais je pense aussi au fait que j'ai la chance d'avoir une équipe pédagogique et enseignante extrêmement investie. Comme je vous l'ai dit, ils sont là tout le temps. J'ai des enseignants qui restent dans la salle des profs jusqu'à 20h, 21h si l'étudiant a besoin. Et beaucoup de cours en présentiel. On est une des prépas en Ile-de-France qui propose le plus de cours face à face étudiants. Si l'étudiant ne peut pas venir, tous nos cours sont enregistrés. Donc ils les voient, ils y ont accès le soir même en différé. Mais pour nous, cette relation avec l'étudiant est importante. L'étudiant est vraiment au centre de notre prépa et on fait tout pour que ce soit le plus facile pour lui. On a des salles de travail. Quand ils ne sont pas en cours, ils ont des salles de travail dans lesquelles ils peuvent rester, où il n'y a pas de bruit et ils peuvent continuer à travailler. Et dès qu'ils ont une question, ils sortent, l'enseignant est là, ils peuvent y répondre. Hyper intéressant. Je me disais que un étudiant qui a fait une prépa, donc qui a suivi cette méthodologie de travail, c'est peut-être aussi du temps gagné pour après l'examen, c'est-à-dire les années 2, 3, 4 de médecine, où il va rester dans le même rythme et dans les mêmes méthodes, non ? Tout à fait. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la première année difficile, la suite l'est tout autant. Avant, honnêtement, un étudiant qui avait réussi son concours, sa 2e et sa 3e année de médecine était très très cool. À tel point que même s'il ne validait pas certaines de ses unités d'enseignement, il pouvait les repasser jusqu'à sa 4e, 5e année. Maintenant, dès la 2e année, c'est très difficile. Il y a eu une réforme de l'internat, puisque l'internat qui se passait en fin de 6e année se passe maintenant en début de 6e année. Donc ils ont raccourci le nombre d'années pour faire le même programme. Donc dès la 2e année, les études continuent de façon violente. Mais je rajoute juste une toute petite chose, ça va aussi aider ceux qui malheureusement ne pourront pas avoir une place en 2e année d'études de santé. Cette année de passe ou de LAS est tellement intense qu'une fois que vous avez mis des bonnes méthodes de travail et que vous savez travailler extrêmement longtemps, quel que soit ce que vous allez faire par la suite, ça vous aidera.
On mettra dans les notes de l'épisode toutes les modalités, les derniers chiffres, etc. J'avais une question, quand vous parlez de vos chiffres, c'est peut-être important de comprendre. Est-ce que vous faites une sélection à l'entrée en prépa ? Oui, nous avons mis en place une sélection à l'entrée. On estime que malheureusement, si on n'a pas un bon dossier au lycée, on a assez peu de chances d'être pris sur Parcoursup, donc il ne faut pas faire trop espérer les gens. Et c'est vrai qu'après, cette première année peut être très difficile en cas d'échec. C'est quelque chose qui peut être très marquant. Donc on a mis en place cette sélection, qui est une vraie sélection. Cette année, on a refusé à peu près 200 dossiers, donc c'est une vraie sélection. Pour des dossiers qui sont un peu mitigés, on leur propose gratuitement une remédiation. Donc quand ils s'inscrivent, on leur dit pour nous, pour l'instant, votre dossier n'est pas suffisant. Et on leur donne une remédiation qui sont des fiches, des exercices, des vidéos. Et s'ils les suivent et qu'ils ont bien réussi, dans ce cas-là, on les acceptera quand même. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. On va passer à Élise. Alors Élise, je vais peut-être vous demander déjà de commencer par vous présenter, racontez-nous qui vous êtes, puis d'où vous venez, où est-ce que vous étiez au lycée, pourquoi vous avez fait médecine, pourquoi vous avez choisi cette prépa, on a plein de questions comme ça. Allez, on y va. Déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Élise, je suis maintenant en fin de 2e année de médecine et je vais passer en 3e année de médecine. J'ai été donc en passe à la Sorbonne l'année dernière. Et globalement, je viens d'un lycée de banlieue parisienne, un petit lycée qui n'est pas du tout un grand lycée parisien. J'avais les spé en première maths, physique, chimie et SVT, donc assez classique finalement. J'ai décidé d'arrêter la SVT en terminale parce que c'était la spécialité qui me plaisait le moins. Ça paraît un petit peu étrange, mais c'était celle qui m'intéressait le moins parce qu'il y avait beaucoup de géologie, beaucoup de parties qui m'intéressaient pas forcément et j'aimais beaucoup les maths et je me voyais pas arrêter les maths. Et pour le coup, pour moi, la physique-chimie, c'était pas possible d'arrêter parce que c'est quand même assez dense le programme terminal. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles en passe. Pour la LAS, je pourrais pas dire j'en ai pas fait, mais du coup, je me voyais pas arrêter la physique et j'aimais vraiment bien ça. Globalement, j'ai, comme beaucoup en terminale, dû faire le choix ou non de prendre une prépa. Il y avait la question de est-ce que je reste complètement sur le tutorat ou est-ce que je prends une prépa privée, et c'était une grande question. Et globalement, j'ai fini par me dire que voilà, je voulais faire médecine depuis que je suis petite. Il y a un chemin que je préfère qui est la passe. La passe, c'est dur. Peu de gens passent, sans mauvais jeu de mots. Il va falloir mettre toutes les chances de mon côté. Qu'est-ce qui peut faire que j'augmente mes chances ? Prendre une prépa. Donc pour moi, la réflexion, c'est globalement arrêter là. Et j'avais aussi un petit peu peur de regretter. Voilà, si je faisais ma passe sans prépa et que malheureusement je ratais, même s'il n'y a aucun souci à rater, c'est pas du tout un problème. Mais je me serais toujours demandé et si j'avais pris une prépa, qu'est-ce qui se serait passé ? Donc je me voyais pas faire ce pari-là. Donc j'ai préféré mettre toutes les chances de mon côté et prendre une prépa. Parce que voilà, je savais que je voulais faire médecine depuis quand même très longtemps. Et pour parler un petit peu de ça, je pense que ça a commencé, pour beaucoup en fait, c'est un petit peu une vocation spontanée, naturelle, on sait pas trop d'où ça vient. Peut-être que moi ça a commencé par un attrait du corps humain, un attrait de tout ce qui touche en fait à la santé, aux maladies depuis petit, quand on regarde des films, qu'on écoute des musiques, qu'on va chez le médecin, en fait on s'intéresse. Et puis de manière très cartésienne, je pense que j'aime beaucoup les sciences, j'aime beaucoup le contact humain. Ça fait un bon mélange qui donne médecine. Comment s'est passé Parcoursup pour toi ? Parce qu'en fait, c'est pas évident, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une place en passe. Complètement. Du coup, moi, pour Parcoursup, j'avais mis un petit peu toutes les passes d'Île-de-France avec un petit peu toutes les mineures, globalement, parce que ça comptait, je ne sais pas, peut-être que ça a changé, comme un seul vœu, donc j'ai tout mis, pour être sûre. Et finalement, j'avais quand même relativement un bon dossier dans mes spécialités. J'avais l'année où le bac comptait et j'ai eu des très bonnes notes au bac de spécialité. Donc je pense que ça a beaucoup aidé mon dossier. Et finalement, du coup, le premier jour des résultats, j'ai eu la Sorbonne, ce qui était ce que je voulais, avec la mineure biologie, physique, chimie, mineure BPC. Et donc c'était ce que je voulais, donc j'ai pu le choisir assez vite, parce que je savais déjà en remplissant Parcoursup quelle fac je voulais. Comme je vous l'ai dit, c'était un souhait de longue date de faire médecine, donc j'ai commencé à me renseigner sur les facultés assez tôt dans mon cursus, je pense au début du lycée. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup réfléchi à ma fac pendant de longues années, mais je savais dès le début de Parcoursup que je voulais aller à Sorbonne. Bravo pour cette accession rapide. Quand tu as décidé de faire une prépa en complément, j'imagine que tu as étudié un peu l'environnement, ce qui se passait. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Antémed Epsilon ? Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à me renseigner assez tôt. Donc globalement, pareil, dès le lycée, je me suis renseignée aussi sur les prépas. Et il en existe quand même beaucoup. Donc je voulais faire un bon choix parce que dans ma tête, ça pouvait quand même un peu conditionner mon année. Donc je
Je me suis énormément renseignée et au final, j'ai un peu fait la liste de moi, mes besoins, moi, ce dont j'avais besoin en fait pour réussir ma passe, enfin, ce que je pensais avoir besoin. Et je savais que j'avais besoin de locaux, premièrement. Et ça, c'est vraiment très, très, très personnel. Il y a des gens pour qui ça ne convient pas du tout de travailler en groupe, de travailler dans une salle avec d'autres gens. Moi, je savais qu'à l'inverse, chez moi, je n'aurais pas un bon rythme de travail, j'aurais pas une hygiène de vie très bonne. Donc, je savais que j'avais besoin de locaux ouverts régulièrement, avec du monde, voilà, des locaux qui vivent, ce qui était le cas et ce qui avait l'air d'être le cas en tout cas quand j'étais venue en journée porte ouverte notamment. J'avais aussi besoin d'un accompagnement. J'avais peur en fait de me retrouver en passe, d'arriver avec mes petites fiches et de me dire bon bah voilà j'ai une question, bah à qui je demande, qu'est-ce que je fais. Et donc le fait que les profs soient là pour faire des permanences donc dans les bureaux, ça m'avait vachement séduit aussi. J'avais aussi un peu peur d'être dans un milieu hyper compétitif parce que je sais pas, moi j'avais les histoires en tête que les gens se mettaient des laxatifs dans leur café et se mettaient des bâtons dans les roues pour essayer de gagner des places. Et en fait, pareil, en venant en journée porte ouverte, j'avais discuté avec des élèves qui étaient tous assis les uns à côté des autres, dans un canapé, en train de papoter, qui avaient tous l'air très copains. Et en étant en deuxième année, maintenant, c'est complètement le cas aussi. Et en fait, du coup, l'ambiance m'a paru hyper sympathique. Et voilà, je parlais avec des gens qui étaient copains entre P1. Je me disais, mais en fait, on peut être amis en P1 sans se frapper. On peut être amis, on peut se créer des amitiés. Donc tout ça, je pense, m'avait un peu séduit. J'avais bien aimé l'ambiance quand j'étais venue visiter notamment. Donc tu as commencé en août, juste avant de commencer tes études, c'est ça ? Ouais, exactement. J'ai commencé à la pré-rentrée. J'ai pris une pré-rentrée de 2 semaines, parce que j'étais en vacances la semaine d'avant, très honnêtement. J'ai pris la pré-rentrée de 2 semaines et je pense que ça m'a suffi. Et après, j'ai enchaîné sur la formation annuelle. Ce que j'ai compris aussi, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que le démarrage est hyper important parce que je crois qu'il y a un gros poids dans l'examen, plutôt au premier semestre par rapport au deuxième semestre, c'est ça ? À la Sorbonne, en tout cas, c'est le même pourcentage. Les coefficients sont les mêmes au premier et au deuxième semestre. Il y a plus ou moins autant de matières et les coefficients sont le même. 50% en S1, 50% en S2. D'accord. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus cool, on peut s'y mettre un tout petit peu moins fort au début ou il faut quand même s'y mettre très fort tout au début ? Ah non, pour le coup, c'est quand même le mieux, c'est quand même de s'y mettre très fort tout au début. Alors pas les premiers jours, évidemment, c'est quand même très progressif. Mais par contre, les 2 semestres sont très importants et le mieux, c'est de très bien réussir les 2. Mais on peut pas se permettre de se dire, ce premier semestre, je travaille pas trop et puis au deuxième semestre, je travaillerai plus. C'est pas possible. Le but, c'est d'avoir le meilleur classement dans les 2. Donc toi, concrètement, c'était quoi ton rythme cette première année ? Globalement, du coup, je vous dis, ça commence quand même de manière assez progressive. On n'arrive pas en travaillant 14 heures par jour le premier jour de la rentrée. La pré-rentrée, c'est un petit peu des horaires de lycée. On arrive vers 8-9 heures, on repart à 15-16 heures. On retravaille un petit peu chez nous très tranquillement, donc c'est quand même plus light. C'est vraiment, on reprend un rythme comme en juin, quoi. Et ensuite, petit à petit, en fait, chaque jour, chaque semaine, on va se dire bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de travail, je vais rester 1 heure de plus. Et puis, 2-3 jours après, peut-être rester une petite demi-heure de plus. Et en fait, très vite, on arrive à notre rythme de croisière, mais c'est quand même très progressif, ça se fait très naturellement. Ce dont moi, j'avais en fait hyper peur. Parce qu'en terminale, on s'imagine pas trop travailler du jour au lendemain toute la journée. Et globalement, moi, j'étais team prépa, team vie à la prépa. Voilà, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est complètement personnel aussi. Mais moi, j'arrivais le matin à 7h45 à la prépa. On se rejoignait souvent avec des copines pour prendre un petit café. À 8h, on se mettait au travail. On travaillait chacun dans notre coin, mais dans la même salle. Et ensemble, on faisait une pause déjeuner à 13h. Donc on travaillait 5 heures un peu en continu le matin. On faisait une pause déjeuner tous ensemble. C'était la relaxation. On discutait, on rigolait. On parlait pas de médecine. On prenait le temps, une bonne heure de pause déj. On rigolait, on se détendait. Et ensuite, on reprenait. Moi, je m'arrêtais, je pense, vers 21h, 21h30 le soir. Je faisais pas de pause dîner, je dînais une fois que je rentrais chez moi. Et voilà, toute l'après-midi, je travaillais en faisant des petites pauses par-ci par-là, 15-20 minutes quand j'en avais un peu marre. C'était aussi différent les jours où on avait des TD, donc les jours où on avait les travaux dirigés, donc les séances de QCM corrigées. Là, ça dépendait des horaires, etc. Et le soir, on travaillait souvent en groupe, à 2 ou 3, parce qu'on avait un petit peu tous marre, globalement. Il est 20h, on a faim, on a envie de rentrer chez nous. Donc on se mettait à plusieurs, on se prenait des petites flashcards ou des fiches, etc. Puis on se posait des petites questions. Comme ça, on travaille toujours, mais détendu, sans se prendre la tête à commencer un cours hyper compliqué. Donc voilà, on se mettait à quelques-uns dans une salle. C'est l'avantage, c'est que le soir, il y a beaucoup de gens qui rentrent dîner chez eux. Donc en fait, quand on a la salle pour nous, on peut parler à voix haute. Quand il y a d'autres gens, évidemment, on respecte. Mais c'est l'avantage d'avoir des locaux, ce qui n'est pas du tout possible à la bibliothèque, on ne peut pas parler à voix haute, même s'il n'y a personne. Donc là, on se met dans un petit coin et on travaille tous ensemble. C'était assez chouette parce qu'on apprend vachement bien à plusieurs, on retient bien, on avance plus lentement, mais c'est assez sympa.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, sur votre méthode de travail, sur votre capacité à travailler? Oh là, alors sur moi, je pense que j'ai appris beaucoup. Sur mes capacités de travail, je pense qu'elles sont plus limitées que certains. Disons que voilà, en début d'année, chacun nous raconte un petit peu combien d'heures il travaillait. Et je sais pas, il y en avait beaucoup qui travaillaient 14 heures. Et je crois que j'étais un peu obsédée par ce chiffre, 14 heures. Je n'ai jamais réussi à travailler 14 heures une seule journée de tout mon pass. Parce que, en fait, moi, je savais qu'au bout de 12 heures, je pouvais rester, je pouvais très bien essayer de rester, de continuer, mais j'apprenais plus rien. Ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Et juste, ça servait plus à rien. J'étais épuisée, je dormais pas assez. J'écourtais mes pauses, donc en fait, j'étais fatiguée. J'étais pas concentrée, j'avais faim. Enfin, vraiment, moi, ça marchait pas du tout pour moi. Et je crois que j'étais un peu obnubilée tout le premier semestre par ce chiffre, en disant que si j'atteignais pas ce chiffre, je serais nulle. Et au final, en arrivant à la fin du premier semestre, j'ai eu des résultats qui étaient très satisfaisants. Et voilà, je vois que j'étais même devant certaines personnes qui travaillaient bien plus que moi. Et je me suis dit que voilà, on avait juste tous des manières hyper différentes de travailler. Et que on nous le disait souvent, mais en fait, c'est vrai. C'est pas ton nombre d'heures qui va définir ton classement, c'est pas le nombre de cours que tu as dans la journée qui définit ton classement. Certains passent une journée sur un cours. Moi, au bout de 2 heures sur un cours, j'étais déconcentrée, donc tous les 2 heures, je changeais de cours. Et en fait, c'est pas pour ça que j'allais pas réussir. Est-ce que tu t'étais fait un planning de révision? Est-ce que tu fonctionnais avec un planning, je sais pas, quotidien, hebdo, mensuel? Déjà, je faisais la méthode des J. C'est une méthode d'ancrage où on voit un cours à donc J0, la première fois qu'on le voit, J1 un jour après, 3, 7, 14, 30, etc. etc. Donc c'est une méthode d'ancrage qui m'aidait moi vraiment à me structurer, à me dire qu'est-ce que je devais voir quand, parce que sinon je paniquais, dès que je voyais un cours, je me disais mais je l'ai pas vu depuis hyper longtemps. Et ça au moins ça me permettait de me dire que je verrais tous les cours en temps et en heure et que je les verrais tous autant de fois. Et tous les dimanches, en gros, je faisais mon programme pour toute la semaine, qui parfois variait un petit peu. Je me prévoyais donc toute ma semaine avec plutôt des matières à par cœur le matin, réflexion en fin d'après-midi, parce que j'adorais la réflexion, donc c'était un peu mon moment de pause, moment pause biostat, pause chimie, voilà. Chacun sa pause. Oui, chacun sa pause. Alors en P1, la pause prend un tout autre sens. Et après, voilà, je me mettais rien le dimanche après-midi, c'était mon moment tampon, le moment retard, où en fait tout ce que j'avais pas le temps de faire dans la semaine, parce qu'on surcharge toujours un peu nos programmes, je le mettais le dimanche après-midi. Comme ça me permettait d'avoir un peu de liberté en semaine et de me dire, voilà, si je passais 2 heures sur un cours alors que j'avais prévu 45 minutes, c'est pas grave, le cours d'après, je le décalais au dimanche. Donc voilà, c'était ma zone tampon. Quand tu m'as parlé de ta zone tampon, je me suis dit au début, peut-être que ça va être la zone où elle va faire autre chose, du sport, voir sa famille, des amis d'avant. Non, il n'y a pas ça? Si, complètement. Du coup, le dimanche matin, moi, je travaillais pas parce que je dormais. Bon, je ne voyais personne, mais je dormais, c'était très important aussi. Et le samedi soir, je finissais plus tôt. Au lieu de partir à 21h, je partais en gros à 18h au lieu de 21h. Ça me permettait soit d'aller dîner avec mes parents, soit de voir des amis, de sortir, d'aller boire un verre. Ça me permettait quand même de faire autre chose. Est-ce que le fait d'être en prépa et d'avoir cette vie à la prépa, tu disais que c'était la team prépa, est-ce que tu as eu une vie quand même à l'université, à la Sorbonne? Est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu as rencontré des gens? Ou est-ce que vraiment tu étais là, la première année, un peu en mode fantôme, et on se retrouve en deuxième année? Non, justement, en fait, c'était une raison aussi pour laquelle je voulais une prépa, c'est que j'avais l'impression qu'on se faisait des copains là-bas, et c'était quelque chose qui m'attirait vachement. Et au final, ça a été le cas. J'ai rencontré d'ailleurs mes meilleurs amis, qui sont toujours à l'heure actuelle mes meilleurs amis, à l'après-rentrée de la P1. Donc en fait, on était ensemble, on n'avait pas du tout cet esprit de compétition, on s'échangeait nos fiches, on se faisait réviser, on s'aidait quand on avait des questions, vraiment on s'aidait entre nous, et ce que je pensais impossible quand j'étais en terminale. Donc en fait, voilà, on se rejoignait tous les jours à la prépa, donc j'avais pas l'impression de manquer de vie sociale, parce que tous les jours je voyais des copains, tous les matins on prenait un café ensemble, tous les midis on déjeunait ensemble, le soir quand on n'en pouvait plus, on allait faire une pause, on allait se balader ensemble. Les locaux de la Sorbonne ont la chance d'être devant le jardin des plantes, donc on allait voir les animaux, on allait à la ménagerie, on prenait le temps, voilà, tous ensemble de discuter, et en fait on crée des amitiés qui sont assez fortes, parce qu'on traverse tous ensemble une année qui est hyper difficile, on met un petit peu tous, chacun, nos vies personnelles en pause, et on se rejoint tous pendant un an, donc en fait ça crée des amitiés très particulières, mais très fortes. Parfait. Élise, tout à l'heure tu as parlé de tutorat, et en fait je sais pas très bien ce que c'est, je voulais savoir si c'était prépa ou tutorat et prépa et fac, enfin voilà, raconte-moi. Globalement, moi j'ai complètement été au tutorat aussi en première année, c'est pas du tout incompatible. Le tutorat, globalement, c'est un accompagnement aussi fait par les deuxièmes années de médecine, ou les gens en deuxième année de licence, pour du coup les P1. Comment ça marche? Ils proposent des sèches et des cols, donc des séances un peu d'exercice, de QCM également, et ils proposent des concours blancs. Ils proposent aussi des fiches, mais le seul problème avec les fiches, c'est que souvent elles ne sont pas actualisées, et comme on l'a dit, les cours peuvent complètement changer d'une année à l'autre. Noir peut devenir blanc, blanc peut devenir noir, et surtout, on est au mot près en P1, et si le cours change, s'il manque un mot dans la fiche, il suffit que le mot tombe au concours, et en fait, on perd 50 places.
Donc le tutorat est très chouette, mais les deuxièmes années sont en fait aussi des étudiants. Ils ne sont pas du tout formés déjà à enseigner. On n'a pas tous une pédagogie innée. Et en plus, ils n'ont pas toujours le temps. Parce qu'en fait, moi je le vois en deuxième année. Alors oui, c'est plus tranquille, mais par contre, on a des périodes où en fait on est complètement surbooké aussi. Parce qu'on a des périodes où on a partiels, et en fait les partiels restent hyper difficiles et hyper compliqués. Donc il y a des périodes où ils sont juste complètement indisponibles, et c'est bien normal, c'est pas du tout un reproche. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des moments où nous on a le plus besoin d'eux, où en fait eux aussi leur partiel approche, donc il y a souvent un petit problème. Ils sont pas du tout toujours dispo pour répondre à nos questions, ils créent des exercices qui sont pour eux hyper clairs et hyper concis, mais il peut y avoir des erreurs. Donc moi j'y allais, le samedi on avait des concours blancs, moi j'allais aux concours blancs parce que le plus d'entraînement le mieux, mais les concours blancs sont pas toujours très représentatifs, même complètement pas. Donc voilà, c'est une très bonne aide aussi, mais moi je trouvais ça pas suffisant. On va conclure sur les parents, parce que moi je suis une maman. J'ai entendu que tu allais de temps en temps dîner chez papa et maman le samedi soir. C'est pas beaucoup. Comment est-ce que tes parents ont vécu ça ? Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, aux parents d'enfants qui vont faire médecine ? Globalement, les parents vont vivre le PASS ou la LAS avec l'enfant. C'est complètement une histoire familiale, parce qu'on entraîne complètement la dynamique familiale dans le PASS, parce qu'on passe d'une petite vie de lycée bien rangée, où le matin on prépare le petit-déj, le soir on prépare le dîner, à l'enfant va complètement devenir indépendant. En fait, la P1, c'est vraiment une responsabilisation. Personne va venir nous lever le matin pour nous dire d'aller en cours, parce qu'on crée notre programme. Si on veut commencer à midi tous les jours, on commence à midi tous les jours. C'est complètement soi, et donc on se sépare. C'est une scissure assez franche avec l'univers familial, en fait. On se décale complètement du rythme familial. Et puis, on a besoin de ce soutien, en fait, de nos parents, parce qu'au final, on reste jeunes. On a globalement tous entre 17 et 20 ans. On est tous très jeunes, donc le soutien des parents est hyper primordial, que ça passe par nous faire des petites quiches qu'on puisse faire réchauffer toute la semaine, ou par un soutien moral, demander comment ça va, prendre le temps de discuter, parce que c'est une année qui est difficilement compréhensible pour ceux qui ne l'ont pas vécue. Et en fait, pour les parents, faut être là, et ça va être compliqué, parce que les enfants sont parfois détestables pendant leur P1. Moi, je pense que j'ai été détestable avec mes parents, en toute franchise, parce que je trouvais qu'ils comprenaient pas, parce que j'étais triste, j'étais fatiguée, je me sentais dépassée par les événements. Et en fait, il faut juste être là et être un peu compréhensif. Et puis, il faut soutenir à fond, quoi. Et vous, Marion, qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents ? Alors en effet, je suis tout à fait d'accord avec Élise. Les parents vivent autant cette première année que les enfants. Ils vont servir de punching ball. Pour la petite histoire, moi j'ai une fille qui a fait un PASS aussi, donc je sais ce que c'est. C'est extrêmement difficile en tant que parent d'être à la fois présent, mais pas trop, mais quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur mettre de pression. Donc il faut être capable de, quand on les voit qui ne travaillent pas, de ne pas être là et leur dire « mais pourquoi tu bosses pas ?» Parce que s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ont besoin de cette pause. Et être capable aussi de temps en temps de leur dire « maintenant stop, il est 23h, je vois que tu es au boulot depuis 6h30 du matin, tu as besoin de dormir, arrête-toi ». Souvent on se fait envoyer balader parce qu'ils vont vous dire « non mais j'ai encore une demi-heure, laisse-moi tranquille ». Donc c'est assez difficile en tant que parent cette première année. Et être présent, mais pas trop, c'est un très difficile équilibre à trouver. Le conseil que j'ai, c'est écouter votre enfant. S'il a besoin que vous soyez là, soyez-le, et soyez-le complètement. C'est-à-dire, en gros, arrêtez tout ce que vous faites pour être là pour lui. Et quand vous voyez qu'il n'a pas besoin de vous, soyez capable de ne pas vous en occuper du tout. Ce qui est difficile. Comme l'a dit Élise, ils ont 18 ans, donc ils restent jeunes, mais ils apprennent très vite à se connaître. Ils sont très autonomes et ils arrivent à s'écouter. Donc parfois, on doit être là juste pour mettre le haut là, mettre la dernière limite. Mais à cet âge-là, ils sont parfois capables de travailler 16 heures d'affilée en étant efficaces et il ne faut pas les bloquer là-dedans. Et ils sont capables de se dire aujourd'hui, je ne travaille pas parce que j'y arrive pas. Donc c'est ce juste équilibre à trouver qui est pas évident, mais écoutez-les. Moi, je vois souvent... j'ai une de mes étudiantes qui m'a dit un truc que j'ai trouvé super. Elle habite pas avec ses parents parce que ses parents sont en province. Et elle m'a dit, je leur ai mis une limite dès le départ, c'est « ce n'est jamais vous qui m'appelez, c'est moi ». Donc je vous appellerai quand j'ai besoin de vous. Au final, elle les a appelés tous les jours. Mais c'est moi qui vous appelle parce que je ne veux pas que vous me bloquiez en plein milieu d'une révision, etc. Donc je vous appellerai. Merci pour ces conseils, je trouve que c'est précieux aussi de pouvoir les entendre. On va conclure cet épisode en vous invitant à aller dans les notes de l'épisode dans lesquelles vous allez trouver plein d'informations, des liens sur les lieux des différentes prépas en Île-de-France et puis le lien vers le réseau de toutes les autres prépas si vous êtes ailleurs en France.
sur les statistiques de résultats, sur les différentes offres qui sont proposées, donc dès la première et puis jusqu'à l'obtention de ce fameux examen classant. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.